Bonsoir à tous. Voilà, on est content d'accueillir Frédéric Baudet pour ce qu'on espère être sinon un cycle, en tout cas toute une série d'interventions autour de la céramique contemporaine, avec l'idée d'inviter des personnalités qui connaissent bien cette question-là, qui peuvent être de milieux, d'univers complètement différents, et avec à qui on demande de venir nous parler très librement d'une question qui les intéresse particulièrement sur la céramique et la manière dont elle circule, elle se construit, elle se développe, elle s'expose, etc. Donc Frédéric Baudet est une personnalité importante dans le milieu de la céramique par son implication depuis de nombreuses années sur ce terrain-là. Il est commissaire indépendant aujourd'hui, mais a travaillé dans des institutions prestigieuses comme les Arts décoratifs et comme entre autres, et comme aussi Sèvres, où il a été pendant combien d'années? 6 ans. 6 ans, pendant 6 ans, conservateur des collections contemporaines. Oui, moderne et contemporaine. Voilà, moderne et contemporaine. Vous verrez, vous pouvez aller voir, on a fait un petit truc que vous avez sur le site, mais vous pouvez aller voir ailleurs, savoir que Frédéric Baudet a été à l'origine de commissariat de nombreuses expositions pour Sèvres et pour beaucoup d'autres choses. Aux Arts décoratifs, et puis à la Fondation Bernardaud également. Au début de la Fondation, pendant presque 10 ans, tous les 2 ans. Je faisais un projet pour la Fondation. Bon, la conférence d'aujourd'hui s'appelle Porcelaine Virtuosity. C'est un projet dont je vais laisser Frédéric développer. C'est un projet d'exposition, de grosse exposition qui va se tenir à Venise au mois d'avril, oui. À partir du mois d'avril, autour de la question de la sculpture et de la table, c'est ça? La sculpture porcelaine contemporaine en Europe et au Japon. Parce que la manifestation Homo Faber, qui est une biennale, organisée par une fondation genevoise, la fondation Michelangelo, qui est une émanation du groupe Richemont, qui est un des 3 ou 4 grands groupes de luxe dans le monde. Richemont est surtout spécialisé dans la joaillerie, donc c'est Van Cleef, Cartier, Boucheron, plein d'autres marques, donc c'est un groupe très bien, ils ont de très gros revenus. Ils ont créé cette fondation un peu à l'image de la fondation Bettencourt, que vous connaissez peut-être mieux en France, qui est une émanation de L'Oréal, elle, et ces 2 fondations s'occupent un petit peu de la même manière du patrimoine et de la création dans le domaine des métiers d'art et des savoir-faire d'excellence. Donc ces 2 fondations ont un petit peu la même, ils le font d'une manière un petit peu différente, mais en tout cas, Michelangelo Foundation a créé en 2018 une biennale. La première session a eu lieu en 2018 à Venise, dans un lieu tout à fait exceptionnel, un ancien couvent qui est situé tout près de Santa Maria Salute, donc en plein cœur de Venise, sur l'île de San Giorgio, et un espace gigantesque avec un très grand parc, un théâtre de verdure, différentes salles palatiales vraiment superbes, et il y a cette année 15 expositions différentes sur des sujets très variés, de création de mode, de théâtre. Il y a par exemple Bob Wilson, le metteur en scène Bob Wilson, qui va faire une exposition rétrospective de tous les costumes de théâtre qu'il a imaginés pour ses pièces, pour ses créations théâtrales. Il y a une multitude d'expositions, et c'est David Cameo qui a été contacté le premier en tant qu'ancien directeur du musée de Sèvres et de la manufacture de Sèvres pendant 11 ans. Et ensuite, David Cameo est devenu directeur général du musée des Arts décoratifs.
Il est maintenant en retraite et il a eu différents contacts préalables avec la Fondation Michelangelo parce que cette fondation justement s'occupe de Van Cleef & Arpels et Van Cleef & Arpels a de nombreuses relations avec le Musée des Arts Décoratifs, un partenariat financier et de publication également autour du bijou. Donc il connaissait bien David Cameo et ils lui ont demandé s'il souhaitait faire une exposition sur les manufactures de porcelaine dans le monde, et notamment en Europe et au Japon. Alors il a accepté le principe, mais il a dit à cette fondation, je la ferai si je la fais avec un partenaire, avec un collègue que je connais bien. Donc il m'a proposé de m'inclure dans ce projet, et c'est donc un commissariat conjoint avec David Cameo. Donc j'étais très heureux de ça parce que on s'est un peu croisé avec David Cameo, c'est-à-dire qu'il est parti de Sèvres. C'est lui qui m'a fait rentrer à Sèvres. J'étais aux arts décoratifs, attaché de conservation. Je ne m'occupais pas uniquement de céramique. J'étais attaché de conservation pour la céramique XXe siècle, mais également pour le bijou et pour les objets de design de ce musée. Et en 2011, j'ai fait une grande exposition aux arts décoratifs sur la céramique contemporaine française, qui s'appelait Circuit céramique. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter ce circuit céramique dans votre école, donc c'était en 2011, je pense, ou 2010 ou 2011. 2 ans après, toujours au Musée des Arts Décoratifs, j'ai réalisé le même type de circuit, c'est-à-dire une exposition intégrée dans les collections permanentes du musée, comme l'était le circuit céramique, c'est-à-dire de la céramique contemporaine intégrée dans toutes les salles du musée. Ce n'était pas une exposition concentrée dans une seule salle ou dans quelques salles, mais en regard avec des pièces anciennes de toutes les époques. Et c'était la première fois aux arts décoratifs qu'on envisageait de mélanger les époques et de brouiller la chronologie. Maintenant, si vous allez aux arts décoratifs à Paris, vous vous apercevrez que c'est le principe de présentation des collections, pratiquement. On peut trouver du vêtement au sein des collections de design, on peut trouver des pièces anciennes qui sont incluses pour montrer une thématique transversale autour d'une forme, autour d'une matière. Mais à l'époque où je travaillais aux arts décoratifs, c'est-à-dire de 1998 à 2013, le musée était très découpé en chronologie et en départements chronologiques. Donc cette exposition Circuit céramique avait apporté une vision un peu différente, qui permettait à un public qui n'était pas forcément passionné par la céramique de rencontrer la céramique contemporaine en traversant le musée, en visitant les collections. Une autre exposition a eu lieu du même type autour du bijou contemporain, français également, et qui a eu aussi du succès. Et après cette exposition, David Cameo, qui était à Sèvres, m'a proposé de devenir conservateur des collections XXe siècle au musée de Sèvres. J'ai donc quitté les arts décoratifs et je suis rentré à Sèvres, qui est un autre musée, une autre énergie. C'est un musée beaucoup plus ancien, avec des collections très importantes, mais peu montré, je dirais mal montré, et où le contemporain n'est pas très central. Les productions de Sèvres sont très importantes, sont un peu le fer de lance de ce musée. Et le musée, hélas, bien qu'il ait des collections de céramique universelles, de toutes les, enfin hors Sèvres en tout cas, montre peu les productions qui ne sont pas faites à Sèvres. Donc pendant 6 ans, j'ai essayé de montrer un peu mieux les collections permanentes de Sèvres et de renouveler le parcours contemporain au sein de ce vieux musée. Et David Cameo, entre-temps, est devenu directeur général du musée des arts décoratifs, ce qui fait qu'on s'est un peu croisés. Je suis arrivé au moment où il partait.
Et maintenant, David est en retraite et ce projet nous permet de nous retrouver et de se poser des questions autour de la porcelaine. C'est un sujet imposé par la Fondation Michelangelo, parce que David a été directeur d'une manufacture fameuse, une des plus fameuses au monde et une des rares encore en activité depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est à ce titre-là que la Fondation Michelangelo souhaitait mettre en avant la porcelaine et de prouver par cette exposition que la porcelaine était encore un sujet expérimental, quelque chose qui excitait les créateurs d'aujourd'hui. Et il nous avait demandé de travailler vraiment essentiellement autour des manufactures. Ils nous ont proposé un lieu magnifique que je vais vous montrer un petit peu plus loin dans le développement, qui est une bibliothèque du XVIIe siècle dans la fondation de Chini, qui est cet ancien couvent qui est maintenant le siège d'une fondation et qui abrite cette manifestation Homo Faber. Et quand on a vu la salle qui est magnifique, qui est une bibliothèque un peu comme l'ancienne bibliothèque nationale à Paris, enfin avec des boiseries, des livres qui sont dissimulés derrière des croisillons dorés et qu'on ne peut pas toucher, des grandes tables qui font 4 mètres de long, des tables de travail, des tables d'études. On s'est dit, on ne va quand même pas présenter de la vaisselle dans cette bibliothèque. On ne doit pas faire une exposition sur les arts de la table. Il faut qu'on trouve des productions en porcelaine qui soient plus exceptionnelles et plus inattendues et qu'on retrouve l'esprit de la sculpture telle qu'elle a été mise en œuvre justement dans ces manufactures du XVIIIe en Europe, les premières manufactures qui sont Meissen, Sèvres, Nymphenburg, et qui ont ébloui toute l'Europe et les collectionneurs et ont finalement suscité une collectionnite aiguë de la porcelaine au cœur du XVIIIe, qui s'est peut-être un petit peu perdue après au XIXe et au XXe siècle. Mais en tout cas, il est certain qu'au XVIIIe siècle, en Europe, il y a eu un engouement pour la porcelaine qu'on a découvert, dont on ne connaissait pas les techniques de fabrication jusqu'à l'orée du XVIIIe siècle. On connaissait les porcelaines chinoises, qui, elles, les Chinois ont découvert la porcelaine au XIIe, XIIIe siècle de notre ère. On a commencé à voir de la porcelaine chinoise en Europe au XVe siècle, et on a commencé à essayer de reconstituer cette blancheur fascinante qu'on n'arrivait pas à obtenir avec la faïence. Donc les premières porcelaines ont été expérimentées à Florence, au service des Médicis, qui ont créé une équipe pour essayer de retrouver cette blancheur et de travailler sur cette blancheur. Mais je vous montrerai des pièces de cette époque-là qui n'ont pas encore cet éclat, cette finesse, cette transparence également, cette transfusilité en tout cas, que la porcelaine peut avoir. Et donc on a cherché dans cette exposition à renouveler la magnificence des productions du XVIIIe, de ces manufactures, mais en cherchant cette magnificence dans la création contemporaine, c'est-à-dire cet esprit du baroque, du rocaille également, de l'époque rocaille, qui correspond à la période de la fin du règne de Louis XIV, donc 1715 jusqu'en 1780, et jusqu'à Louis XVI. À partir de Louis XVI, il y a un retour au style néoclassique qui évacue toutes les fioritures, enfin tous les mouvements, toutes les formes enroulées, enveloppées, les allusions au végétal, au monde végétal,
même à certaines formes anatomiques cachées dans le végétal, enfin, des relations entre l'intérieur du corps et les mouvements du végétal, enfin tout ce qui a pu être constitué l'époque baroque dans toute sa splendeur. Et il se trouve qu'il y a des créations contemporaines qui s'évertuent à travailler dans cet esprit du siècle des Lumières et de ce baroque-là. Donc c'est un peu le propos de cette exposition. Et je vous invite à parcourir un petit peu des images de ce qui nous a inspiré, d'abord, dans un premier temps, et ensuite des créateurs contemporains que nous avons trouvés, que nous avons rencontrés. Alors notre idée de départ, voyant cette bibliothèque extraordinaire, est de constituer une sorte de cabinet de curiosité. Le XVIIIe est l'époque où justement les grandes découvertes, les voyages dans le monde, les scientifiques voyagent et rapportent des carnets de dessins, des coquillages, des végétaux extraordinaires qui étaient tout à fait inconnus en Europe à cette époque. Et de ces trouvailles et de ces recherches et de ces documents que rapportent les scientifiques, un goût des cabinets de curiosité va se mettre en place. C'est-à-dire les cabinets de curiosité naturels rassemblent des espèces végétales, animales, qui n'ont jamais vécu ensemble, qui n'ont jamais été prévues pour vivre ensemble. Donc il y a aussi une expansion du goût pour l'exotisme, tout ce qui est hors de l'esprit européen, de l'esprit cartésien, des choses un petit peu exceptionnelles qui intéressent de plus en plus les très riches aristocrates qui ont les moyens, qui sont à l'affût de ces trouvailles des scientifiques et de ces recherches, et qui vont constituer ces cabinets. Il y a des gravures comme celle de Daniel Marot, qui est un architecte du fin 17e, début 18e, qui est aussi un graveur exceptionnel et qui est un peu le témoin de cette richesse nouvelle qui envahit les intérieurs privés et de cette volonté aussi d'épater la galerie, comme on dirait aujourd'hui, d'une certaine manière, et de montrer qu'on est érudit, qu'on est inquiet du monde et qu'on ne vit pas replié sur soi-même. Et donc ces salles d'apparat, il les restitue en gravure, et ces gravures qui sont parvenues jusqu'à nous, c'est un Néerlandais, Daniel Marot, mais qui a travaillé, qui a été décorateur et architecte pour des grandes demeures dans toute l'Europe. Et ces gravures nous montrent comment la céramique s'insinue dans les décors, se place, s'accroche aux boiseries par des sellettes, par des petites scènes en relief. Les vases rentrent dans l'âtre des cheminées, et il y en a absolument partout. C'est l'époque des premières constitutions de cabinets de porcelaine, dont le plus important est le cabinet constitué par le prince électeur de Saxe, Gustave le Fort, qui a été également roi de Pologne et qui donc était très très riche et avec un énorme pouvoir, et avec l'ambition, dans un premier temps, de trouver la recette de la fabrication de l'or à partir de paillettes d'or, de pouvoir fabriquer des objets en or. Il a commencé par faire des recherches autour de l'or et de constituer des équipes pour l'aider à travailler à la fabrication d'objets en or.
Et ensuite, il s'est pris de passion pour la porcelaine, dont il a vu justement des exemples chinois et qu'il a commencé à collectionner. Et il faut dire que ces exemples chinois sont arrivés en Europe grâce aux Néerlandais, d'abord aux Portugais, qui ont créé des comptoirs en Inde et en Extrême-Orient, et puis les Néerlandais qui l'ont fait de façon encore plus active et qui ont créé vraiment un commerce international et qui ont importé de façon importante cette porcelaine chinoise qui était très très nouvelle en Europe. Et Gustave Lefort a constitué l'un de ses premiers cabinets de porcelaine, qui est aujourd'hui la collection de porcelaine la plus importante au monde, qu'on peut visiter à Dresde, qui a subi quelques avanies, il y a eu un bombardement à Dresde très important pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il y a eu beaucoup de dégâts dans cette collection. Mais elle a été quand même très bien conservée et elle a été récemment rénovée et remise en scène par Peter Marino, qui est un grand décorateur américain que vous connaissez peut-être parce qu'il a décoré toutes les boutiques Chanel dans le monde et c'est un énorme collectionneur lui-même de céramique, notamment des Dalpera, des Theodor Deck. Et donc c'est un Américain très éclectique, très extravagant, qui a fait une nouvelle présentation de cette Porzellansammlung de Dresde, tout à fait épatante. Et vraiment dans l'esprit du XVIIIe, en reprenant les documents des gravures de Marot, justement, de Daniel Marot, et de différents documents de l'époque, pour s'informer le plus possible comment ces porcelaines étaient présentées dans ces cabinets de collectionneurs. Vous voyez à quel point, là on n'est plus à Dresde, on est à Berlin, le cabinet du château de Charlottenburg, qui est le plus grand palais de Berlin, et aussi où il y a la plus grande collection au monde de bleu et blanc chinois. Et là présenté, vous voyez, à l'extérieur, à l'intérieur, dans des niches qui sont comme des grottes dans l'esprit italien, dans l'esprit de la Renaissance d'une certaine manière. Là on est fin XVIIe, début XVIIIe, et on retrouve cet esprit qui était déjà en œuvre en Italie au moment de la Renaissance. Vous voyez comme la porcelaine s'inclut dans les dorures et que la porcelaine à ces époques, les vases chinois, quand ils ont été importés en Europe, ont souvent été montés avec des montures en bronze doré, très mouvementées, justement, d'où dans l'esprit du style rocaille, pour rentrer dans le goût européen, justement. Elles étaient rarement présentées telles quelles, elles étaient très souvent associées à des montures, aux pieds, sur les bords, aussi parce que les porcelaines très fragiles souffraient pendant les voyages, qui étaient très longs en bateau, et qu'elles n'arrivaient pas toujours en bon état, et que l'engouement était tel, et il n'y avait pas non plus beaucoup de possibilités d'amener des porcelaines, donc il y avait un tel engouement que eh bien, les vases s'achetaient même s'ils étaient un petit peu déclassés, on dirait aujourd'hui, ils s'achetaient souvent très cher et ils étaient montés avec des montures en bronze. Alors cette recherche de l'or blanc, de ce qu'on a appelé l'or blanc, c'est d'abord, alors j'ai mis Sèvres, mais ça c'est quand même une erreur de ma part, parce qu'il faudrait commencer par Meissen, puisque Meissen est la manufacture européenne la plus ancienne. Elle a débuté en 1710, alors que Sèvres n'a débuté qu'en 1741, je ne dis pas de bêtises, oui, à Vincennes, et ensuite elle s'est installée à Sèvres en 1756.
Donc la première manufacture à vraiment obtenir une pâte dure, c'est-à-dire une pâte justement qui ne se raye pas, qui cuit à haute température, alors que les précédentes manufactures de porcelaine en Europe, il y en a. Il y a Chantilly, il y a Mency, mais qui étaient des porcelaines de pâte tendre. Donc beaucoup plus épaisses, beaucoup moins blanches, oui, qui n'avaient pas la même durabilité que la porcelaine à pâte dure, comme l'était la porcelaine chinoise. Donc il a fallu attendre Meissen pour obtenir une pâte grâce à Bottger et justement avec l'appui et le financement de Gustave Lefort. Il y a également dans ces manufactures, dès les premiers temps de la création, des artistes, des modeleurs extraordinaires, exceptionnels, et qui ont créé le style de chaque manufacture. À Meissen, il y a eu notamment Johann Joachim Kandler, qu'on reconnaît vraiment parmi d'autres productions de Meissen, par cet élan, par cette ligne et cette finesse des extrémités dans les créations qu'il fait. Il a beaucoup travaillé sur des animaux, tout un ensemble d'animaux, pas seulement des oiseaux, là vous voyez un superbe héron, mais il a fait également des rhinocéros, des hippopotames, des ours, et qui sont très célèbres. Et d'ailleurs, il y a des animaux de Kandler et à Meissen qui sont exposés au musée de Sèvres, dans la salle de porcelaine 18e. Et on a la chance, dans cette collection de musée, d'avoir quelques exemples de ces animaux de Meissen du 18e, et qui sont très très rares, et qui sont tout à fait exceptionnels par leur taille, notamment, et puis par la qualité de leur relief, des positions des animaux, leur grâce, leur naturalisme également. Ce qui caractérise Meissen également, alors c'est d'abord le blanc. Les manufactures ont toutes commencé à créer en blanc sous couverte d'émail transparent. Mais Meissen a très vite obtenu une palette colorée, alors de petits feux d'abord, très vive, qui a fait son renom immédiat. Il y a eu un engouement, alors ça c'est bien avant Sèvres, pour les couleurs de Meissen qui ne sont pas du tout, on pourrait comparer avec celles de Meissen, qui sont très différentes. Avec celles de Sèvres, je veux dire, les couleurs de Meissen sont un peu plus criardes peut-être, enfin un peu plus, en tout cas associées d'une manière moins raffinée, moins subtile qu'à Sèvres. Et Sèvres le fera plus tard, beaucoup plus tard, 30 ans plus tard pratiquement. À Meissen, on obtient très vite des couleurs très vives qui vont beaucoup plaire, mais qui s'éloignent du naturalisme justement, qui sont assez un peu folles, un peu excentriques. Ce qui est très étonnant aussi, c'est ce style très éclectique, où on associe les animaux, les fleurs, toujours ces lourdes montures de bronze, et où les figures sont associées à des formes, à des formes inspirées par le végétal, par les formes animales. Là, vous voyez à droite cette soupière, enfin ce centre de table, c'est un surtout de table en fait, une partie de surtout de table, parce qu'il y a des flambeaux qui sont associés à cette forme-là. Et vous voyez le côté extravagant de l'accumulation des formes. Plus il y en a, mieux c'est. Ça, c'est vraiment le style rocaille jusqu'à ses excès qui ont pu, à un moment donné, lasser. Et Meissen a maintenant un petit peu cette réputation, toujours par rapport à Sèvres, par rapport à Nymphenburg aussi, dont on va parler tout à l'heure, d'avoir un style un peu plus pompier, enfin je veux dire un peu plus
un peu plus kitsch, enfin, pas à cette époque-là, pas dans la grande période de création et des débuts de la manufacture. Mais à partir du 19e, Meissen va beaucoup se répéter, et en fait, ce n'est pas une manufacture très créative, et même encore aujourd'hui, il ressasse beaucoup les mêmes, ce style un petit peu too much, bon, qui a fait leur gloire, qui fait leur différence, qui plaît aujourd'hui un petit peu plus qu'au début du XXe siècle, parce que, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi de faire ce projet contemporain, il y a un vrai retour une vraie relecture de ce qui a fait le grand siècle français, notamment, mais en revisitant ça, en relisant ça d'une manière très kitsch, un peu décadente. Il y a aujourd'hui un goût pour l'excès, pour les formes un peu dégoulinantes, les formes ironiques, aussi un peu sarcastiques, avec un message politique, moral, insistant sur la déviance, sur des esthétiques aussi un peu queer. On infiltre aujourd'hui dans cette volonté de retravailler les styles classiques des propos qui sont des propos sociétaux, et puis aussi il y a dans notre société actuellement des écarts considérables de richesse, de répartition de la richesse, et le luxe n'a jamais été aussi présent, aussi insistant, aussi sujet à fascination et à rejet. Le luxe est quelque chose d'un peu dangereux aujourd'hui. En tout cas, afficher le luxe, la question de savoir qu'est-ce qui est luxueux aujourd'hui, c'est une question que posent les artistes et qu'on peut tous se poser. Alors, c'est aussi la question que se posent ces fondations multiples, ces fondations de grandes marques, comme peuvent être la fondation Loewe, la fondation Bettencourt dont je vous parlais, Michelangelo Foundation, qui soutiennent, font la promotion des métiers d'art et interrogent la notion de luxe aujourd'hui. Qu'est-ce que le luxe ? Est-ce que c'est un savoir-faire manuel qu'on fait perdurer, ou des nouvelles technologies, ou l'association des deux? Est-ce que c'est l'extrême sobriété, l'invisibilité de la performance, de la virtuosité, ou au contraire l'affirmation de la virtuosité du côté laborieux de la virtuosité. Et du coup, ces modèles classiques, ces modèles historiques fascinent absolument. Et puis, le luxe aujourd'hui, si on revient, si on regarde à nouveau ces objets-là, c'est parce que il y a des nouveaux pôles de richesse hors de l'Europe, en Extrême-Orient, qu'on pourrait appeler des nouveaux riches, d'une certaine manière. Les fortunes du pétrole ont, dans leur histoire et dans cette fascination pour l'Europe et pour cette période-là, et cherchent toujours aujourd'hui à acquérir, sinon des pièces d'époque, des créations contemporaines qui singent ces pièces d'époque, en tout cas qui essayent de retrouver l'accumulation des signes de la richesse, des signes de la multiplication du répertoire décoratif. Plus il y en a, et plus ils sont satisfaits. Donc il y a des oppositions d'écoles dans la recherche du luxe. Pour les uns, ce sera justement la marque d'une sobriété revendiquée.
au service d'une fonctionnalité plus subtile, d'une fabrication plus équitable, plus durable. Et d'un autre côté, il y a la débauche de signes qui peut cacher parfois des fabrications pas terribles dans les détails. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, et c'est sans doute ce qui caractérise aujourd'hui et ce qui fait aussi la fracture de notre époque et la difficulté à cerner notre époque, c'est qu'il n'y a plus de codes et de normes acceptées de manière globale. Les normes et les codes changent régulièrement et heureusement. Mais aujourd'hui, c'est une espèce de combat finalement et de rivalité, de position autour de ces notions de dépenses et d'affirmation de ce qui est rare. Et voilà, donc ces questions posées nous ont fait constater que l'époque rocaille suscitait beaucoup d'intérêt dans le contemporain. Peut-être avez-vous entendu parler, je m'éparpille un peu, mais c'est ma spécialité, des idées me viennent comme ça, qui ont un rapport un peu indirect, mais je ne suis pas mes notes, mais c'est pas grave. Vous avez peut-être entendu parler de Lignereux, la maison Lignereux, qui est Lignereux était, ça s'écrit Lignereux, et Lignereux était un marchand mercier. C'est un rapport avec justement ces collectionneurs et ces importateurs d'objets exotiques, d'objets chinois, japonais, qui ont créé leur activité à partir de la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle notamment, et au XVIIIe. Et au XVIIIe et au XVIIe déjà, on appelle les revendeurs d'objets ou les décorateurs qui fournissaient les objets pour les aristocrates des marchands merciers. Donc, qui pouvaient travailler autant, ils n'étaient pas très spécialistes, ils pouvaient autant fournir du tissu que des bronzes, que des porcelaines. Lignereux a été un très grand marchand mercier spécialisé dans les objets montés, notamment les porcelaines montées avec des bronzes d'un raffinement extraordinaire. Ils ont fourni toutes les cours d'Europe et le Louis XV, Louis XVI. Ça a continué au XIXe siècle, Lignereux était toujours présent, mais la maison a périclité, ça a été repris par Thomire, qui est un très grand bronzier de l'Empire, du Premier Empire, qui a été le bronzier officiel de Napoléon Ier. Donc Lignereux était une marque de luxe absolu pour tout ce qui concerne les objets de bronze et les objets montés en bronze. Et je vous parle de ça parce que le nom de Lignereux a disparu un petit peu avant Napoléon III. En fait, ça a marché jusque pendant Napoléon Ier, un petit peu après, jusqu'en 1830, et ensuite ça a disparu. Mais le nom existe toujours. Et ce nom a été, je ne sais pas si racheté, enfin en tout cas repris par un jeune homme qui a fait des études de commerce et des études d'histoire de l'art et qui a monté une maison Lignereux, qui cherche à travailler dans la suite historique de Lignereux en faisant se rencontrer des créateurs, des créateurs en porcelaine, des créateurs des bronziers, des sculpteurs, pour créer des objets montés. Et donc ils reprennent vraiment les objets du XVIIIe qui sont dans les collections des musées. Et ils affirment la continuité de cette marque Lignereux dans le contemporain. Alors je ne voudrais pas être critique, mais je serais curieux de savoir ce que vous pensez, de ce que vous verrez de cette maison Lignereux si vous cherchez par Internet et que vous regardez les créations de Lignereux aujourd'hui. Elles expriment exactement tout ce que je vous disais auparavant, de cette
excès de mise en scène dans les objets, ce côté un petit peu peu cohérent dans les montages, dans la structure, dans la dimension, dans l'harmonie des formes, des courbes, des contre-courbes, et le côté très clinquant des dorures. Enfin, vraiment rien à voir avec la qualité de ce que Lignerot a pu faire au XVIIIe. Mais ces objets, en édition très limitée, sont vendus dans des salons, dans des galeries, à une clientèle essentiellement du Golfe. Et voilà, pour vous dire qu'il y a une continuité de ce côté baroque et rocaille aujourd'hui, jusqu'au fait de créer des marques de luxe autour de cet esprit-là. Donc revenons à ces premières pièces exceptionnelles de Meissen, où à cette époque on pouvait associer même des objets de différentes manufactures. Par exemple, les fleurs peuvent provenir d'une autre manufacture, ou avoir été faits des années avant, et c'est un collectionneur qui a fait remonter des éléments d'époques différentes et de provenances différentes. Donc justement, parfois ces objets ne correspondent pas à la volonté initiale de leur créateur. Ils ont vécu, ils sont passés de main en main, ils ont été complétés, restaurés, hybridés, jusqu'à l'excès. Voyez à gauche, on est toujours à Meissen, dans la très grande époque de Meissen, et là c'est vraiment le sommet certainement de Meissen vers 1760, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, je crois. Comme vous le voyez, je ne suis pas un spécialiste de la céramique ancienne. Mais là, dans les bronzes, c'est vraiment ce qu'est le style rocaille, c'est-à-dire des courbes, des contre-courbes, des feuilles d'acanthe. C'est là qu'on voit réapparaître. Elles existaient déjà à la Renaissance, les feuilles d'acanthe, mais là, elles s'étirent en longueur, elles deviennent comme des vagues. Elles prennent même parfois des formes organiques. Elles peuvent évoquer plutôt, pas à Meissen, mais dans des productions de l'Europe du Nord, dans des cadres, par exemple, dans des cadres en bois doré, ou même des bronzes, ou dans l'orfèvrerie, des formes anatomiques, des oreilles, des entrailles, des viscères, des formes vraiment très glauques si on y regarde de près, enfin en tout cas très, très dérangeantes, très stupéfiantes, surréalistes. Donc là on est dans un plus grand conformisme, mais on voit, c'est une très très belle monture, assurément. Et puis ce goût des reliefs, des applications, des pièces pastillées qui sont rajoutées dans une subtilité de coloris. Et ce qui est une spécialité que Meissen continue à faire aujourd'hui, ce sont ces fleurs qu'on appelle des Deutsche Blumen. C'est comme des boules de neige un petit peu. Enfin, c'est ces fleurs très en relief comme ça, faites de constituer de toutes petites fleurs pastillées et qui créent des boules. Et ça, c'est encore un savoir-faire qui est en pratique à Meissen aujourd'hui. Des pièces qui coûtent extrêmement cher, vous imaginez. Mais il y a donc une transmission comme à Sèvres. On va le voir d'ailleurs avec un projet de réédition d'une pièce du XVIIIe qui a été réalisée il y a quelques années, récemment, en 2017, pour prouver qu'on était encore capable aujourd'hui dans ces manufactures de travailler avec cette précision-là, avec cette délicatesse, avec cette complexité qu'on pensait avoir perdue. Alors à Meissen, comme plus tard à Sèvres, mais avec une différence vraiment très visible à l'œil nu, par la différence des coloris, Meissen, c'est très vif, c'est très plus, comment dire, plus prosaïque, c'est moins, c'est des scènes plus quotidiennes,
peut-être un petit peu plus vulgaire. Enfin, et d'ailleurs, on le comprendra quand je vais vous montrer la création contemporaine que nous allons exposer à Venise. C'est des scènes charmantes, très imprégnées du quotidien du 18e au 18e. Des bergers, des bergères, mais habillés de façon très, très élégante quand même, très aristocratique, où on joue plutôt au berger et à la bergère que l'on est vraiment berger-berger. Alors là, d'autres figures, mais cette fois on est à Nymphenburg. Et Nymphenburg, c'est la 3e manufacture, donc c'est après, non je dis pas de bêtises, ou je ne sais plus si j'ai dit des bêtises, c'est avant ou après, je crois que c'est juste après, c'est 47, après Sèvres. Alors Nymphenburg, c'est une manufacture un petit peu moins développée que Sèvres et Meissen, qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais qui a eu une vraie splendeur à la fin du XVIIIe, dans la deuxième partie du XVIIIe, grâce notamment à un modeleur exceptionnel qui s'appelait Bustelli, et dont les figures, alors elles très élancées, vous voyez, un peu presque facettées, d'où qu'on les voit maintenant très, très actuelles, qu'on les considère aujourd'hui peut-être avec plus d'intérêt que les petites figures de Meissen, plus mièvres. Celles de Nymphenburg sont plus racées, plus élancées, plus étirées. Et par exemple, c'est à gauche, les figures, ce sont des figures inspirées par la Commedia dell'arte. Et il y a tout un ensemble de figures, je crois qu'il doit y en avoir 12 différentes, oui, 6 et 6, qui se regardent. Elles ont toutes des costumes différents, donc c'est Harlequin, Colombine, enfin tous les personnages de la Commedia dell'arte. Récemment, au détour des années 2000, Nymphenburg, qui a repris une activité contemporaine qu'elle avait perdue au cours du 19e, qu'elle a retrouvée un petit peu au début du 20e et dans les années 30, mais très modérément. Et depuis les années 2000, il y a vraiment la volonté de faire une création, d'inviter des artistes et de faire une création contemporaine. Et ils ont eu l'idée, au début des années 2000, de convoquer des stylistes de mode de 2 générations différentes, alors des grands comme Lacroix, Lagerfeld, enfin, bon, de cette génération-là, et puis des beaucoup plus jeunes. Comme il y a Gustave Hollins qui a travaillé, enfin il y a des créateurs essentiellement français et quelques Allemands également, mais c'est essentiellement français. Pour refaire des costumes à ces figures. Donc ils ont réédité ces figures, mais avec des décors d'aujourd'hui, des décors inspirés par la création d'aujourd'hui. Et c'est assez réussi. Alors, ça n'a pas été très diffusé parce qu'elles étaient, d'abord, elles étaient très chères, c'était vraiment des pièces numérotées. Mais c'est pour dire que justement, ces figures, leur position, ont quelque chose de très contemporain et de beaucoup moins mièvre qu'à Meissen. Alors là, on va rentrer dans le cœur de l'exposition contemporaine que nous avons préparée avec David Caméo. Je vous montre rapidement la salle dans laquelle va avoir lieu cet événement, qui va se dérouler du 9 avril au 1er mai. Ça dure très peu de temps, c'est le principe de cette biennale. La première biennale en 2018 ne durait que 15 jours. Celle-ci dure 3 semaines, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de transport, parce que les œuvres viennent du Japon, des Pays-Bas, d'Angleterre. C'est beaucoup de mouvements pour un événement très court dans le temps, alors bon, qui bénéficie de beaucoup de communication, c'est certain. Et donc voilà cette bibliothèque Langena, du nom de l'architecte qui a construit cette fondation, ce couvent, et l'intérieur de ce couvent, qui est un des grands architectes de Venise au XVIIe, fin XVIIe. Alors voici, c'est pas exactement ce que va être la scénographie
dont on vous réserve la surprise de ce qu'elle sera, mais en tout cas le principe est le même de circulation, d'accrochage des lumières et de mise à distance. Nous avons choisi avec David de ne pas mettre de panneaux verticaux et de simplifier au maximum la présentation en créant uniquement des plateaux blancs. Là, il s'agit de l'exposition qui avait eu lieu en 2018 lors de la première biennale. C'est un autre projet dans ce même espace. C'était des pièces, c'était sur les vases en verre et en porcelaine. Nous, on a choisi vraiment une horizontalité, de ne pas travailler dans le blanc, mais dans du gris. Et les tables vont être très, très remplies. C'est-à-dire qu'elles vont être vraiment, chaque table est un focus, est une sorte de paysage, comme un cabinet de curiosité, justement, où les objets sont accumulés, associés très, très proches, à différentes échelles. En tout cas, une volonté de massifier chaque présentation. Justement pour restituer cette impression d'opulence et cette juxtaposition de formes assez variées. Les tables peuvent être pour un seul artiste ou une seule manufacture. Il y a 2 tables qui sont partagées avec 2 artistes. Et puis il y a une installation au final, tout à fait dans la ligne de mire de cette allée, et une autre installation à l'entrée de l'exposition, donc au premier plan de chaque côté. Et voilà, vous avez un plan, parce que je vous ai parlé de 3 manufactures, mais en fait il y en a 4. La 4e, c'est la manufacture Bernardaud, que vous connaissez sans doute mieux, parce qu'elle est ici. Et puis elle est très différente des 3 autres, parce que Sèvres est une manufacture nationale, donc elle est gérée par l'État, elle est financée par l'État. Nymphenburg, c'est une manufacture privée qui a été créée par la famille Wittelsbach, donc ça appartient à la famille de Bavière, au duché de Bavière. Mais elle est quand même financée maintenant depuis 1975 par le Land de Bavière, donc elle a aussi un financement, elle est devenue nationale d'une certaine manière, enfin elle a un financement public. Et puis Meissen, à vrai dire, je ne sais pas très bien comment Meissen est financée, mais ça n'est pas une manufacture familiale en tout cas. Alors que Bernardaud est une manufacture familiale et c'est assez exceptionnel aujourd'hui d'arriver à maintenir un niveau de fabrication, de créativité et d'être international en restant familial, en ne faisant pas partie d'un de ces groupes de luxe justement qui cooptent ces grandes marques et ces marques historiques et qui ont tendance souvent à les uniformiser en les prenant dans leur giron. Et donc Bernardaud est assez libre de ses choix, et ils ont vraiment une opiniâtreté à faire évoluer la vision de la porcelaine et le désenclavement de la porcelaine hors des arts de la table, et de chercher des nouvelles voies pour produire et pour susciter l'esprit de collection. Alors voilà justement Bernardaud. Alors je vous montre pas de pièces anciennes de Bernardaud. Bernardaud est beaucoup moins ancienne, elle ne date pas du XVIIIe, bien qu'ils aient racheté après des manufactures qui sont nées à la fin du XVIIIe à Limoges. Mais l'expansion de Limoges, c'est plutôt le XIXe. Je ne saurais plus retrouver la date où on a trouvé du kaolin, je pense que c'est vers 1750 à peu près, du kaolin dans la région de Limoges, et c'est ce qui a favorisé la création des manufactures à Limoges. Mais la plupart de ces manufactures ont commencé à se faire connaître, à commercialiser dans le courant du 19e. Bernardaud a été créé en 1863,
et donc est toujours active évidemment et a incorporé d'autres manufactures plus récemment, notamment la manufacture de la Reine. Donc voilà, donc c'est un fonctionnement un petit peu différent et aussi c'est une production plus industrielle que les Sèvres, Nymphenburg et Meissen. Ils vivent essentiellement des arts de la table et c'est leur laboratoire est un laboratoire industriel évidemment. Néanmoins, ils cherchent à créer des pièces exceptionnelles et des pièces éditées en peu d'exemplaires et à diversifier leurs invitations et leur production. Vous connaissez certainement les frères Campana, qui sont des designers brésiliens qui travaillent depuis maintenant plus de 20 ans, je pense, depuis les années 90, qui se sont fait connaître par leur esprit très fantaisiste, très coloré, une volonté aussi d'être luxuriant, d'être très justement de rompre avec ce nouveau classicisme qui s'est mis en place dans le design dans les années 90. Eux ont cherché justement à être très personnels, très expansifs, à travailler aussi des matériaux associés très divers, à recycler. Ils ont été parmi les premiers designers à faire du upcycling, c'est-à-dire de retraiter des matériaux récupérés, que ce soit du bois, des fibres en plastique, des peluches, dans un esprit très joyeux qui a eu beaucoup de succès dans le mobilier, notamment avec de nombreuses éditions, de nombreux éditeurs internationaux qui éditent leur mobilier. Dans le domaine céramique, ils ont commencé leur collaboration avec Bernardo il y a déjà assez longtemps, je pense au début des années 2000. Et vous connaissez peut-être les premières pièces qu'ils ont fait, qui ont eu un certain retentissement, qui étaient des coupes avec des moulages de poupées, de bras de poupées, de bébés en porcelaine, enfin qui sont des poupées qui ont été moulées, dont les bras s'entrelacent, dans des émaux platine, miroirs, assez frappants. Et ils ont ensuite fait d'autres projets avec Bernardo, ils sont assez réguliers. Notamment des ensembles d'assiettes qui travaillent sur des décors évoquant la micromosaïque. Et cet effet de micromosaïque est en sérigraphie, bien sûr, ce sont des décors sérigraphiés, mais qui sont des photos découpées très petites et associées. Alors des photos de matière, justement, des végétaux, des champignons, des peaux de serpent, enfin des choses très 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 variées. On ne sait pas ce que c'est parce que c'est tellement petit, on a l'impression de regarder quelque chose au microscope. Et c'est comme un kaléidoscope. Et ces décors très bien composés, un petit peu à la manière de Versace. D'ailleurs, si je vous parle de Versace, c'est parce qu'on peut évoquer ce que Gianni Versace, marque de mode, a pu faire chez Rosenthal dans les années 90 également, dans le style justement Versace replongeant dans les motifs mythologiques, dans ce côté oui, très éclectique, associant le grand siècle à la mythologie. Et les Campana ont fait un traitement un petit peu semblable, mais peut-être plus surréaliste, plus déglingué que ce que Gianni Versace pouvait faire. Moins symétrique en tout cas, moins axé. Et donc cette collaboration continue, et aujourd'hui, il propose, alors ces pièces ne sont pas encore sorties, elles sont à l'état de prototype, c'est la première fois qu'elles seront présentées dans le cadre d'Homo Faber. Il y a 2 cabinets différents, je vais vous montrer une enfilade et un cabinet. Et c'est pas la première fois que Bernardo s'essaye au mobilier.
Ils ont déjà fait une collaboration, et très longue collaboration, avec Olivier Gagnère, le designer Olivier Gagnère. C'est d'ailleurs Olivier Gagnère qui, d'une certaine manière, a relancé la marque Bernardaud dans le tournant des années, milieu des années 80, début 90. Il a fait beaucoup de choses, Olivier Gagnère, chez Bernardaud. Il a même fait l'image de marque de les services avec des bandes de couleurs et des cabochons en relief, le côté aussi assez néoclassique d'éléments très architecturés en relief sur la porcelaine blanche, enfin des formes très élégantes, dans l'esprit, vraiment dans l'esprit de Gagnère, très sobre, qui ont eu beaucoup de succès, qui ont vraiment, d'une certaine manière, renfloué Bernardaud et projeté à l'international. Mais depuis ces essais de table, notamment des pieds de table, avec des plateaux en bois, bien sûr, la porcelaine n'est là que pour gainer, enfin pour décorer à plat, en insertion, mais elle n'a pas de possibilité d'être porteuse, d'être structurelle. C'est juste un décor plaqué. Les pièces il y a eu très peu de pièces de fête en question mobilier avec Gagnère. Il y a eu des appliques, des lustres et une ou deux tables. Et là, maintenant, pour la deuxième fois, avec les frères Campana, Bernardaud essaye de faire du mobilier. À vrai dire, je ne connais pas beaucoup de manufactures qui essayent de faire du mobilier avec de la porcelaine, parce que ça revient très cher. C'est assez fragile, évidemment, et c'est un coût tout à fait excessif. Il y a eu à Sèvres, il y a quelques années, des productions de mobilier, mais Sèvres a aussi beaucoup de mal à faire du mobilier parce que il y a des aspects structurels difficiles à mettre en place, quand il y a une charnière qui intervient, quand il y a une nécessité d'avoir une structure d'ébénisterie très solide, de très haut niveau, et à Sèvres, on ne s'en est pas donné les moyens, malheureusement. Il y a eu récemment un projet de mobilier avec un duo de designers anglais, Doshi et Levin, qui était assez réussi dans son esthétique. C'était un cabinet avec des portes en porcelaine, mais une production aussi, je crois que je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu 3 exemplaires, je crois qu'il n'y a eu que 2 exemplaires de fait. On le verra très peu, ce cabinet, c'est très très exclusif. Et il y a eu un petit peu avant aussi à Sèvres, dans les années 90, des cartonniers, c'est-à-dire des petits meubles qui peuvent se poser sur une table, par exemple, pour mettre des lettres ou mettre des papiers, qui ont été dessinés par Nathalie Dubasquier, qui est une designer française, mais qui vit en Italie, et qui a participé au groupe Memphis. Donc dans l'esprit Memphis, il y a eu quelques modèles de mobilier qui ont été faits à Sèvres au tournant des années 90. Mais depuis, plus rien. Bien que ce soit un axe de recherche que Sèvres a toujours en tête, mais c'est une grande dépense de temps et c'est difficile à mettre au point. Donc c'est heureux que Bernardaud s'y essaye, avec ses moyens plus industriels. Eux vont peut-être y arriver mieux que Sèvres, parce que là il s'agit de faire des grandes plaques d'assez grande dimension, très plates, c'est déjà difficile en porcelaine, et puis avec des décors qui sont à l'or, qui sont sérigraphiés, mais avec beaucoup d'or, et dans cet esprit aussi de marqueterie un petit peu, ce qui caractérise beaucoup la production des frères Campana. Le côté fascinant de la marqueterie, de l'entrelacement, de la répétition visuelle comme ça, avec des contrastes très marqués. Là, vous voyez aussi cet effet test de Rorschach, qui est vraiment aussi dans la vaisselle qu'ils ont fait pour Bernardaud. Il y avait cet esprit de développement comme ça, un effet miroir,
très surréaliste et très inquiétant aussi, un petit peu comme ça, de déformation, d'étirement des formes qui est très caractéristique de ce que font les campanas. Donc voilà, ça c'est deux créations tout à fait exclusives qui seront à l'entrée de l'exposition. Justement pour montrer que la porcelaine n'est pas le fait uniquement de la vaisselle, mais rappelle ces environnements complets qui ont été imaginés au XVIIIe pour constituer l'esprit des cabinets de curiosité. Parce que je ne vous ai pas montré un autre cabinet de porcelaine en Allemagne au XVIIIe, qui est le cabinet de porcelaine de Rochebrune. Rochebrune, c'est à Vienne, c'est en Autriche, c'est pas en Allemagne. C'est un cabinet de porcelaine exceptionnel, et il y a des salles entières du château de Rochebrune qui ne sont pas en porcelaine, mais qui sont peintes. Les boiseries sont peintes avec des décors de porcelaine, des décors typiques de la porcelaine bleue et blanc chinoise du XVIIIe. Et donc il y a un effet de trompe-l'œil, il y a des salles entières, il y a 2 salles où on a l'impression vraiment d'être dans un environnement de porcelaine, alors que tout est faux, tout est peint. Et ça c'est assez fascinant, et ils ont même reconstitué, il y a un cabinet qui est comme ça, peint, où il y a même des chaises, tout un alignement de chaises tout autour de la salle, et elles sont peintes avec les mêmes fleurs qu'au mur, et ce sont vraiment des fleurs qu'on retrouve dans les décors chinois, et des petites scènes de chinoiserie en bleu et blanc. Et dans une deuxième salle, il y a des dessins, des facsimilés de dessins, toujours peints sur le bois, sur les boiseries, qui sont les projets des dessinateurs de Meissen pour appliquer sur les figures en porcelaine. Donc il y a un trompe-l'œil extraordinaire à Schönbrunn. Si vous allez en Autriche, à Vienne, ne manquez pas de visiter ce château qui est une folie, une vraie folie. Donc ça m'y fait penser un petit peu. C'est vraiment l'esprit justement de ce recouvrement, de l'idée de couvrir tout l'univers, quoi. Et alors le luxe, là, je vous parlais du luxe invisible ou discret ou au contraire excessif. Là, on peut dire que c'est assez discret, sauf que la porcelaine, elle est tout autour. Elle est sur tous les côtés. Donc c'est des meubles de milieu. Ça n'aurait pas été très luxe d'imaginer que c'est un caisson et un arrière sans rien. Là, le meuble est entièrement recouvert sous toutes ses faces de porcelaine. Donc ça a un aspect immédiatement beaucoup plus sculptural. Vous voyez l'intérieur, et alors au contraire des mobiliers de sel, je ne veux pas mettre les manufactures en bisbille, enfin je suis peut-être un peu trop critique et un peu trop libre avec ça, mais après tout, on peut dire les choses et ça ne dévalue pas les objets, mais là, dans le projet de Bernardo, il y a une véritable attention à la qualité de l'ébénisterie. C'est un bois qui a été sélectionné, je ne saurais plus vous dire. C'est du châtaignier, ben vous connaissez bien le projet. Du Limousin, enfin, il y a eu vraiment une volonté de travailler avec les entreprises locales et les provenances locales, et avec une attention aux assemblages qui est vraiment très 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 belle, à la hauteur de l'exclusivité de ces pièces. Je trouve qu'à Sèvres, c'est un jugement personnel, mais je pense que quand on ouvre ce fameux petit cabinet très moderniste que Doshi et Levin ont créé il y a 2-3 ans, si on se revoit demain, j'espère que beaucoup d'entre vous, je vous reverrai demain, je vous montrerai le catalogue de l'expérience de la couleur, de cette exposition justement qui interrogeait la couleur à Sèvres notamment. Ce mobilier dont je vous parle de Doshi et Levin était exposé, donc on pourra en voir des images demain. Quand on ouvre ce cabinet de Doshi et Levin, eh bien, d'abord il est trop petit, ça ne peut pas être un bar. Il y a une pauvre étagère en verre à l'intérieur, et on a l'impression d'être devant un mobilier de chez Sina ou de chez Ligne Rosée, donc un mobilier de production courante. Et ça, c'est un vrai problème, vraiment. Là, je pense que Bernardo, ils ont fait très attention à cette question-là, et donc c'est un beau travail d'art appliqué et de haute décoration.
Alors, on revient aux créations contemporaines maintenant de ces manufactures dont je vous ai parlé. Il faut que je sois peut-être un peu plus rapide parce qu'à force de déborder et de digresser, je vais vous perdre. On va faire du forcing. Alors, à Meissen, nous avons invité, à vrai dire, on a été un petit peu interloqués, on se forçait à regarder ces manufactures. On n'a pas trouvé à l'international des manufactures qui proposaient des résidences de sculpture, vraiment. Il y avait des choses formidables au Japon, mais c'était essentiellement des décors de table, des couleurs superbes, très contemporaines. Il y a beaucoup de designers français qui sont allés travailler, ou européens, qui sont allés travailler à Arita ces dernières années. Ben, notamment les fameux Doshi et Levin, dont on reparlera, et un autre couple dissous aujourd'hui, qui n'est plus en couple, Scholton et Beijings, qui ont aussi été à Arita au Japon faire de sublimes décors, je dirais même subliminaux, enfin des décors colorés magnifiques. Mais nous ne voulions pas des formes simples et trop d'usage. Donc on s'est dirigé finalement vers ces manufactures très anciennes qui ont encore cette volonté de faire venir des créateurs d'aujourd'hui. À Meissen, leurs convocations sont discutables, sont un peu ou très locales ou un peu pas très contemporaines. Il y a quand même notamment Chris Antman, qui est une céramiste, enfin une artiste, parce qu'elle ne fait pas que de la céramique, mais elle a été convoquée par Meissen. Elle travaille beaucoup justement sur le regard porté par les Américains sur le grand style français et les joyaux des arts décoratifs européens. Et son travail, justement, consiste à détourner la grâce et à se confronter à cette question du sujet, de la figure, de la narration symbolique, et de retrouver l'esprit du XVIIIe, mais en laissant s'infiltrer des questionnements plus contemporains sur la sexualité, sur les relations humaines, les relations de pouvoir, les relations sexuelles, les relations hommes-femmes. Donc elle reprend ces fameux groupes typiques de Meissen, de scènes galantes, et elle le fait d'une façon naïve, c'est-à-dire que sa peinture ne cherche pas à reproduire la précision que pourrait obtenir Meissen, évidemment, parce qu'il y a des peintres traditionnels à Meissen qui continuent à faire ces groupes façon 18e. Elle peint d'une manière contemporaine, elle peint avec des couleurs un peu... un petit peu plus acidulées, elle a une peinture très naïve, un peu comme une peinture de débutant finalement, comme si un peintre décorateur traditionnel n'avait pas de talent particulier. Enfin, là aussi je suis un petit peu dur, mais quand c'est volontaire, quand il y a une intention, c'est tout à fait satisfaisant. Et puis il y a quand même beaucoup de travail derrière ça, je veux dire, je ne veux pas dire qu'elle ne s'est pas foulée, loin de ça. Et elle a beaucoup travaillé, parce que ça fait déjà, je ne vais pas dire de bêtises, oui, ça va faire 7 ans qu'elle travaille à Meissen. Donc ça fait partie de ces convocations très longues, comme il y a eu assez peu à Sèvres, par exemple. Il y a eu peut-être Joanne Créten qui a travaillé très longtemps, ou Christine Mackerdy également, plusieurs années de suite. À Meissen, dans les dernières années, c'est très très rare qu'il y ait des artistes à qui l'on laisse la possibilité de travailler très longtemps et à faire beaucoup d'expérimentations et des travaux très ambitieux. Et ils ont un certain succès avec ce travail-là, et ils l'ont exposé un peu partout. Ils ont fait une grande tournée de son travail. Elle a produit beaucoup, des groupes très différents, assez volumineux. Et il y a eu une grande tournée de cette production aux États-Unis, un petit peu partout en Europe. Ils ont même exposé au musée de Leningrad, au musée de l'Ermitage, je veux dire, qu'est-ce que je raconte, au musée de l'Ermitage, récemment. Et voilà, donc nous aurons des pièces de ce type-là, nous en aurons 12. Et ces 12 pièces seront donc
sur une table de 4 mètres de long, ce qui font qu'elles seront quand même très serrées, parce que ce sont des pièces assez volumineuses. Cette pyramide de fruits, vraiment dans la tradition du XVIIIe, elle est haute comme ça. C'est déjà quelque chose de... Elle doit faire au moins 80 cm de haut. Vous voyez donc, les regards sont différents, des décors qui ne seraient pas, qui sont des décors de vase. Vous voyez les fleurs là, elles sont bien dessinées, ces fleurs là. Vous voyez, je suis un peu méchant parce que ces fleurs là, elles sont dessinées sans doute par un peintre spécialiste de Meissen, à gauche là, sur le maillot de bain. Donc il y a ce rapport du bien fait et du mal fait qui cohabitent, enfin, ou du à moitié fait ou du juste effleuré comme ça. Mais il y a une spontanéité qui remet sous les yeux que le décor à Meissen, mais aussi à Sèvres, mais aussi à Nymphenburg, est un décor à la main, entièrement peint à la main, avec tremblement, attention et très grande concentration. Et ce qui est tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Vous voyez donc voilà le côté un petit peu scabreux, mais gentiment scabreux comme les Américains peuvent le faire. J'ai beaucoup de regrets là sur cette question du scabreux, parce que j'aurais aimé beaucoup inviter des Russes qui ne sont pas des céramistes de métier, qui sont des vidéastes et photographes plasticiens. C'est un collectif. C'est AEF plus S, je crois, AEF plus S, c'est leurs initiales, qui travaillent un petit peu dans l'esprit du photographe américain David LaChapelle, en faisant des très grandes, des partous visuels extrêmement esthétiques, très inspirés par la mode, par les photos de mode, ce qu'on a appelé le porno chic dans les années 90. Vous voyez ces corps lubrifiés, ces poses très esthétiques. Et ces Russes ont travaillé dans une manufacture de Moscou et ont fait des groupes comme ça, à la façon 18e, mais alors très kitsch et avec un engagement politique très très affirmé. C'est-à-dire que ce sont des bateaux sur lesquels des yachts avec des gens justement qui ont des poses de mannequins. Enfin, on imagine, je ne sais pas, enfin, vous imaginez DiCaprio et Gisèle Bündchen, enfin, vraiment des poses qui font penser à la mode et qui rescapent des personnages qui sont dans l'eau, qui s'agrippent au bateau et qui, eux, sont des immigrés. Donc il y a une espèce de conflit qui est mis en scène de société. Donc il y a un sujet d'actualité qui est traité de façon un peu gênante par le réalisme de la facture et par la confrontation de la gravité du sujet et de la superficialité des modèles, de l'approche esthétique. Moi j'aimais beaucoup ça, mais alors il y a eu une censure de la part de la Fondation, parce que d'abord on est dans un lieu qui est désacralisé, qui est un ancien couvent, mais la question était tellement brûlante d'actualité qu'ils ont jugé qu'ils ne préféraient pas. Ils ne nous ont pas interdit, évidemment, mais d'abord le fait que c'était très loin, que c'était en Russie, a aussi un peu découragé pour des questions de transport et de difficulté d'obtenir les pièces. Mais vraiment, ces pièces-là m'intéressaient franchement plus que cette vision gentiment contemporaine et assez mièvre finalement, mais très sucrée. Et la porcelaine, c'est aussi ça. Si la porcelaine a eu beaucoup de succès au XVIIIe, et notamment le biscuit de porcelaine, alors la porcelaine non émaillée, c'est parce que ça ressemblait à du sucre blanc. Et à l'époque, il y avait un grand succès des surtout de table et des décors de table en sucre. Et les premiers biscuits qui sont l'apanage de Sèvres ressemblaient à la fois à du marbre, mais aussi à du sucre, le côté poreux.
Et donc, il y a ce côté sucré dans la porcelaine qui fait partie de l'histoire de la porcelaine. Donc ça, évidemment, ça raconte ça. Alors, à Nymphenburg, nous avons choisi quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est une artiste française. Enfin, elle est argentine d'origine, mais elle vit en France depuis longtemps. Elle a fait les Beaux-Arts à Paris. Elle a différentes pratiques. Elle dessine, surtout, beaucoup. Elle fait des constructions en papier, des formalisations en papier, un peu comme de l'origami, mais ce n'est pas exactement de l'origami. Elle constitue des volumes, c'est-à-dire qu'elle peint en volume. On pourrait dire qu'elle peint en volume. Elle cherche à traiter des sujets, et notamment le sujet du vase, en le traitant sur du papier, avec du papier, et ce papier prend forme. D'abord demi-forme et ensuite forme entière par simple mais quand même précis, pliage avec des cottes, de telle sorte que le vase de papier devient une sculpture vase. De ces considérations-là, elle a eu l'idée d'essayer de faire une transcription de ces vases en papier en porcelaine. Elle a frappé à la porte de Sèvres, qui a trouvé le projet séduisant, mais qui n'a pas trouvé le temps de l'aider à mettre au point ce projet. Elle a fait quelques exemples assez réussis, qu'elle a même commercialisés, à Limoges, dans un petit atelier à Saint-Yrieix, je crois, mais je ne saurais pas vous dire le nom d'atelier. Je pense qu'il n'existe plus. Elle a fait donc ses premières maquettes, enfin ses premiers essais à Limoges. Elle a acquis déjà une première reconnaissance avec ces formes-là. Et Nymphenburg les a remarquées et ils lui ont demandé de venir. Et la collaboration a été extrêmement fructueuse au point que ça fait pratiquement 10 ans qu'elle travaille avec Nymphenburg et qu'elle continue à faire des pièces avec eux et que ça marche très bien, que ça se vend. Et là, pour le coup, ce ne sont pas des pièces, ce sont des pièces assez coûteuses, hein, mais comme toute la production de Nymphenburg. Mais ce sont des pièces qui ne sont pas en série limitée, donc en fonction de la commande, en fonction de la demande, elles sont réalisées. Donc elle continue, comme un laboratoire ouvert en permanence, à proposer des projets autour de ce pliage. Donc ça, c'est vraiment la preuve d'une relation réussie et de l'affirmation qu'une manufacture peut compter sur l'intelligence d'une rencontre et d'une collaboration et la justesse d'un propos artistique bien articulé avec la matière porcelaine. Ça, c'est difficile à trouver pour une manufacture. Et ils ont trouvé. Oui. Elles ont été faites là, peut-être. Ah oui, tout à fait. Bah, écoutez, formidable. C'est bien de me le rappeler, parce que j'ai dû le savoir, mais oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, elle est allée à Limoges, effectivement, après Sèvres. Elle a pensé d'abord à Sèvres, mais bon, ils n'étaient pas prêts. Il fallait être prêt, Et là, c'était effectivement pour elle beaucoup plus ouvert, et elle a fait des réussites formidables. Je profite de l'interruption, Frédéric. Oui. Il faudrait qu'on aille plus vite. Qu'on aille vers la fin, dans les 10 minutes. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc il y a des pièces en blanc, et il y a des pièces peintes aussi, avec des décors très allusifs, nuagés, rappelant les décors chinois. Regardez la beauté de cette théière. Tout à fait magnifique, très complexe à réaliser, mais qui a maintenant un suivi de production. C'est ça qui est à noter. Vous la voyez au travail, façonnant ces maquettes avec des cottes. Alors à Sèvres, nous avons choisi de montrer à la fois des pièces historiques et des pièces contemporaines. On a choisi le thème de l'architecture pour créer une unité sur cette table et montrer que la question architecturale correspondait bien à l'esprit de Sèvres, à cette volonté aussi d'être très rigoureux dans
dans l'axiométrie de la pièce, c'est à ça aussi qu'on reconnaît beaucoup Sèvres, c'est à cette harmonie, à cette symétrie dans les pièces, à l'étagement des structures qui souvent rappellent l'architecture ou évoquent l'architecture. Alors, on a choisi également de montrer des pièces bleues, or et blanc, qui sont des codes de Sèvres très prégnants, qui sont des codes très officiels. Et pour marquer les pièces historiques, nous avons choisi des pièces du service égyptien qui a été créé au retour des guerres de Napoléon et du retour d'Égypte de Napoléon. Napoléon Ier a commandé un service auprès de Sèvres et Brognard a permis l'élaboration de ce service qui est tout à fait exceptionnel. Et il y a, je crois, 41 pièces. Et il y a des pièces majeures de centre de table, comme cette forme d'égyptien, qui a été dessiné par Brachard, qui est un sculpteur d'origine suisse. D'ailleurs, la famille Brachard existe toujours en Suisse. Et Brachard a été un des grands sculpteurs convoqués pendant la période du Premier Empire. Les décors de ce vase Médicis ont été créés à partir des dessins de Vivant Denon, qui accompagnaient Napoléon Ier dans cette campagne d'Égypte, et puis le moulage de l'obélisque de la Concorde dans différentes tailles. Là, nous présentons la plus grande, évidemment. Pour les pièces contemporaines, nous avons choisi Pucci de Rossi, qui est une pièce d'il y a déjà quelques années, une dizaine d'années maintenant. Pucci de Rossi est un designer italien, mais qui vivait en France, et qui est décédé il y a aussi quelque temps, et aussi dans un style baroque très anticonformiste, très peu rationaliste, avec beaucoup d'esprit. Et il a fait cette seule pièce, mais très exceptionnelle, qui est un vase couvert qui revisite la forme du vase Médicis, ou plus que le vase Médicis, du vase du creuset, du vase canope, du vase couvert, mais en boulon et vis, pour le rendre plus contemporain. Donc il y a quel côté, il est très monumental, il fait 1,20 m et il est en biscuit. Et puis un designer japonais qui lui a fait ce vase qui s'appelle le vase Métro, que vous connaissez certainement, que malheureusement n'est plus fabriqué actuellement parce qu'ils ont du mal à le fabriquer. Enfin, il y a des problèmes de rétraction au col parce que le décor est très lourd. Le relief crée des rétractions très, très variables en fonction des creux et des pleins, et en général au col ça fendille. Mais c'est une très belle pièce, effectivement, qui, dans l'esprit de design, mais avec cet ancrage historique. Grégoire Scalabre a aussi fait une très belle résidence. Alors c'est un plus jeune artiste qui a, on pourrait dire, un certain génie, une grande technicité, qui a vraiment une énergie, une hyperactivité également, qui fait un parcours formidable et très ambitieux, et qui a fait à Sèvres des formes très intéressantes, elle aussi inspirée par les moulures Haussmann, les moulures dans le style Haussmann, des appartements haussmanniens. Donc ce sont des formes abstraites, on a l'impression que ce sont des boîtes là quand on les voit comme ça, mais ce sont des formes qui ne s'ouvrent pas, qui sont compactes et de grande dimension. Et alors Grégoire Scalabre a fait, dans le cadre de sa résidence, à la sortie de sa résidence il y a quelques années, une pièce tout à fait exceptionnelle qui a été présentée dans le circuit céramique au Musée des Arts Décoratifs en 2011. Donc je vous parlais de ce projet que j'avais fait aux Arts Déco. Et il avait fait pour le projet des Arts Déco cette pièce qui s'appelle Astrée et qui accumule 15 000 petits vases qui ont été tournés à l'aiguille par Grégoire, qui est un tourneur hors pair, et qui crée cette concrétion, un peu comme un banc de corail, et qui évoque
le commerce des porcelaines importées de Chine vers l'Europe, et c'est par bateau, et ces bateaux, certains ont coulé, et on a retrouvé des siècles après des pièces de porcelaine sous-marines qui ont été restituées à la... Et donc voilà, ça évoque ce commerce de la porcelaine. Et alors, cette pièce-là, il a décidé pour l'exposition Homo Faber de la refaire sur une autre forme et avec encore plus de vases. Là, on atteint 30 000 petits vases. Parce que depuis 2011, maintenant, il s'est tourné encore plus petit. Alors que vraiment, les vases sont tout à fait minuscules. Et la concrétion, ben là, voilà. Là, c'est une photo qui m'est arrivée la semaine dernière. Elle est tout juste prête, la pièce. Et vous voyez qu'effectivement, cette pièce est encore plus belle que la précédente parce qu'elle est plus grouillante, et elle est plus vibrante, quoi. Elle est vraiment comme une sorte d'anémone des mers, et avec des différences de taille beaucoup plus importantes. Et elle joue moins sur les différences de couleurs, mais elle joue plus sur la concentration et le côté aigu. D'autres Japonais que vous connaissez certainement, qui sont parmi les plus grands céramistes japonais du moment, avec Nagae, ces pièces... Alors là, c'est la partie plus zen de l'exposition. Il y a deux Japonais qui, eux, ne sont pas dans l'esprit baroque, qui sont plutôt dans l'esprit du taoïsme et de la forme étirée, pure, extrêmement épurée. Ces pièces sont d'une sophistication technique extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une simple plaque courbée. Ce sont deux plaques c'est-à-dire que ce sont deux plaques moulées qui ont séché dans le four et qui ont été rassemblées par un émail pour créer un volume ultra mince. Donc ce ne sont pas des plaques déformées simplement, ce sont des moulages, ce sont des pièces moulées. Ultra fine, et c'est extraordinairement difficile à faire. Il a réussi progressivement à le faire en suspendant les pièces, en les faisant sécher, suspendues, et en rapprochant les suspensions quand elles sont encore molles, pour créer de micro-volumes linéaires comme ça. Hitomi Osono, qui est une plus jeune japonaise, mais qui a aussi étudié à Londres, au Royal College, et qui, elle, grave et incise d'une façon extrêmement précise des décors essentiellement végétaux sur des formes. Alors c'est un travail très patient, très très lent, d'application pastillée, pâte sur pâte. Elle a exposé dans une exposition de la Fondation Bernardo qui s'appelait Les Fleurs, il y a 4 ans, je pense, une très belle exposition autour des fleurs. Elle figurait dans cette exposition. Tamsin Van Essen, qui est une jeune anglaise, anglo-indienne, qui, elle, a eu aussi beaucoup de succès dans différentes expositions. Elle a été acquise très tôt par le Victoria Albert Museum, et elle s'intéresse aussi à la décadence du style baroque, à la mise en péril par différents moyens techniques de faire chuter sa pièce, de la faire se décoller. On la voyait là devant des pièces qui ont eu beaucoup de succès, qui s'appelaient Maladie de peau. Demain, je vous montrerai plus précisément ces pièces qui ont été exposées à Sèvres dans l'exposition sur la couleur, où elle crée des maladies de peau avec des différences d'émaux et des craquelures, avec des variations de température qui créaient des difformités sur les surfaces. Là, elle s'intéresse plutôt à des décors. Elle ne cherche pas à faire des décors, mais elle cherche à faire des structures ornementales qui créent la forme. C'est-à-dire que le décor est intégré dans le bâti de la pièce. Ce n'est pas un décor de surface. Là, il est rongé par différentes actions, en mettant du riz dans la pâte ou en la ponçant, toujours dans une revitalisation de la porcelaine 18e.
une relecture de la pièce du XVIIIe. Là aussi, des effets de pâte sur pâte, ou comme le Mégoumé, vous voyez des porcelaines teintées dans la masse en surface accumulée. Une autre japonaise extraordinaire, là vraiment on est à nouveau dans le style rocaille, vraiment très très inspiré des pièces de Chantilly normalement, de la manufacture de Chantilly notamment, à cette époque, parce que son blanc à elle est très crémeux, comme l'était la porcelaine de Chantilly, qui est une porcelaine de pâte tendre. Donc voilà, elle s'inspire beaucoup. Elle est japonaise, c'est tout à fait étonnant de la part d'une japonaise de faire un travail aussi imprégné de cette culture-là. Enfin, étonnant, c'est bien. Enfin, mais là aussi, c'est très abstrait. Ces feuilles d'acanthe se délitent d'une manière beaucoup plus... ça fait penser à la photo plasticienne, à des gouttes de lait qui s'étirent comme ça. C'est passé par la technologie de la photo, je trouve, ou de la photographie, ou même du cinéma. Il y a quelque chose de très en mouvement, un mouvement arrêté, vous voyez, ici, qui fait vraiment plus penser aux techniques numériques. Un japonais aussi très zen, qui a inventé une technique d'émaillage associant de l'or, de l'argent et de l'étain dans du verre, et qui est projeté, donc il crée une espèce de vapeur sur la porcelaine, comme si la porcelaine exsudait des larmes en fait c'est une céramique perlée, une porcelaine très légèrement perlée. C'est absolument étonnant. C'est aussi des porcelaines mêlées, ce sont des porcelaines mêlées. Donc c'est une porcelaine qui est un peu sale. Il a la volonté, il a fait toutes ces pièces après Fukushima. Donc il y a cette idée, cette obsession du recouvrement, de la poussière qui recouvre tout. Vous voyez ces boîtes où on voit bien ces petites perles cristallisées, qui sont des perles d'argent, en fait, qui sont projetées sur la matière. Et enfin, le dernier de l'exposition, mais qui est tout à fait étonnant, parce qu'il n'est pas vraiment céramiste. Il a fait St. Martin's School à Londres. C'est un Néerlandais, mais qui a étudié à Londres, qui a fait le Royal College et St. Martin's School. Donc une très belle éducation, mais il s'est dirigé d'abord vers la mode, en travaillant avec Stephen Jones, avec Galliano également. Et puis, parallèlement, comme il était passionné de céramique, il a commencé à étudier la restauration de la céramique, les techniques de sertie et de restauration. Et il s'est mis à faire des œuvres qui mettent en action ces techniques, l'apprentissage de ces techniques. Donc il ne fabrique rien, il ne crée aucune forme, il travaille uniquement avec des tessons, avec des débris. Donc il raconte une histoire finalement, il retraverse l'histoire de la céramique par la fracture, par le dégât, en mettant justement, en posant la question de ce qui est valeureux et de ce qui ne l'est plus. Vous savez que en Asie, quand c'est cassé, ça prend de la valeur. Vous connaissez les réparations kintsugi alors, et le dégât en Asie n'est pas considéré comme un amoindrissement de la valeur. En Europe, une pièce cassée, on ne veut plus en entendre parler, on la met de côté, on la cache ou on la jette. Et ce travail-là réactive la différence de point de vue entre l'Asie et l'Occident. Vous voyez ces vases reconstitués. Alors il y a une pièce complète et la deuxième pièce de la paire a été cassée, et en fait elle le tient simplement par une pièce en verre qui a été moulée, enfin, qui a été soufflée exactement à la forme de l'ancienne potiche. Donc les tessons ne tiennent que parce qu'ils sont compressés par la forme en verre. Vous voyez, donc ce dernier projet restitue... Ah non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, excusez-moi. Pardon, on va aller vite pour le dernier.
c'est vraiment l'esprit de cette histoire de la folie de la porcelaine qui a traversé toute l'Europe, en fait, et de la question de la valeur. Et c'est ce qu'on voulait mettre en question dans cette exposition d'avril prochain. Le dernier, c'est un Suisse, François Ruegg, qui lui est un grand technicien de la porcelaine, vraiment. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le moulage. Et ces dernières années, il est allé à Gilsen. Et son thème à lui, c'est de recouvrir les choses scandaleuses, enfin les questions un petit peu, la question du corps, la question aussi de la valeur, toutes les questions qui peuvent gêner, les tabous, tout ce qui peut être tabou dans une société. Il le met en scène, il le reformule, mais en le voilant pudiquement par un effet de drapé, comme ça. Donc toutes les dernières années de sa production, il a interrogé justement le buste, la figure, qui symbolise notre façon d'être aujourd'hui au monde. Et vous voyez comme c'est d'une actualité prégnante, c'est que tous ces bustes sur un pied douche très très classique sont des bustes qui sont empêchés soit par les yeux ou par des masques qui empêchent de respirer et qui empêchent de voir. Enfin voilà, il y a différentes ne pas voir, ne pas respirer. C'est un peu comme c'est comme les singes là, qui refusent de voir, qui font silence. Cette figure que vous connaissez certainement, les trois singes là qui se bouchent les yeux, se bouchent les oreilles. Donc voilà, le côté très néoclassique, la question du socle qu'il travaille beaucoup. Vous voyez ces sacs poubelles par exemple. Vous voyez aussi ces formes sur les pommes, sur le socle pommes, des formes qui sont très allusives, qui font penser à des sextoys, mais qui sont en fait le moulage d'une banane et de deux pommes. Mais le voilement de ces objets-là transforme la forme et la rend très suggestive. Là aussi, ce sont deux légumes qui ont été rassemblés dans une sorte d'étui comme ça, très mou, très souple, et qui font penser aux terminaisons nerveuses, qui sont aussi très sexuelles. Enfin, il y a un message comme ça très provoquant, mais en respectant justement des limites et un certain mystère. Et c'est ça que je trouve passionnant dans son travail. Cette façon très douée de jouer à la fois sur la provocation et sur la bienséance. Enfin, je le trouve très intéressant pour ça. Voilà, je crois qu'on a fait un tour et je dois vous avoir fatigué beaucoup. Mais j'espère que vous aurez peut-être la possibilité de voir cette exposition, ça serait formidable. D'aller à Venise entre le 9 avril et le 1er mai. Et si vous y allez à la fin de l'exposition, c'est-à-dire à partir du 23 avril, vous aurez aussi la possibilité de voir la Biennale d'art contemporain, qui est un gros événement. Donc le meilleur moment pour y aller, c'est du 23 avril au 1er mai. Donc vous voyez tout à ce moment-là, Homo Faber et la Biennale d'art contemporain. Je vous remercie de votre attention.